On se pose la question tout de suite dans ce Spartimo, comment lutter contre l'érosion du littoral? On part du côté de Lège-Cap-Ferret. On va étudier le cas justement de cette ville avec une spécialiste, c'est Justine Marcotte. Bonjour Justine. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de développement territorial dans cette ville, ville de Exactement. Lège-Cap-Ferret, et vous êtes venue en compagnie de Nicolas Madine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes ingénieur en aménagement urbain et paysagiste de Iris Conseil. Iris Conseil qui conseille justement sur cette épineuse question du retrait de côte. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà un mot de Iris Conseil? Alors Iris Conseil, c'est un bureau d'études, d'ingénierie généraliste. On est 140 collaborateurs sur 7 sites en France, Metz, Lille, Saint-Quentin, Chartres, Bordeaux, Marseille et une agence à Rabat également. 140 collaborateurs, 12 millions de chiffres d'affaires et 5 activités sur lesquelles nous travaillons, les infrastructures de transport, Oui. l'aménagement urbain, le paysage, l'environnement et la mobilité douce. Très bien. Et justement, donc, vous avez été sollicité par l'agglomération. Quel était le projet? Alors le projet, donc on a répondu à un appel d'offres. Le projet qui consistait à répondre donc à un recul, face au recul du trait de côte, c'était la relocalisation, l'intitulé même du projet, c'était la relocalisation des équipements sur la dune et le réaménagement de l'avenue de l'Océan. C'était travailler sur un trait d'union entre cette plage et la ville, oui, pour réaménager l'accès à la plage et relocaliser ces équipements qui allaient être grignotés par la mer qui avançait de manière inéluctable, oui, sur la dune. Justine Marcotte, c'est vrai qu'on voit ce problème du trait de côte qui évolue, évidemment, l'océan qui grignote du terrain. C'est une préoccupation depuis quand vous avez lancé ce grand projet? En fait, on a lancé en 2014, on a adhéré, on va dire, à une stratégie locale de gestion du trait de côte, qui englobe d'ailleurs plusieurs communes, dont la nôtre, et qui finalement aide à la préservation, on va dire, des biens et des personnes sur les communes littorales concernées par le risque érosion. Du coup, l'idée de la relocalisation, ça faisait partie des actions potentielles de cette stratégie locale. Le fait de commencer par la plage de l'Horizon, qui est une plage surveillée au Cap-Ferret, très fréquentée, et pour lesquels il existait des équipements publics, oui, touristiques qui nécessitaient une relocalisation, c'est plutôt une évidence. On a commencé à y réfléchir on va dire il y a 6 ans à peu près, et l'idée finalement d'englober la partie urbaine avec est arrivée 1 ou 2 ans après. Oui, sur votre commune, c'est vrai qu'il y a 2 aménagements en un. On explique, hein, il y a côté plage et côté ville. Exactement. Oui. Exactement, puisqu'en fait, lorsqu'on s'est intéressé à ce sujet de relocalisation, eh bien évidemment, on s'est rendu compte que c'était la plage la plus fréquentée du Cap-Ferret, puisque plage surveillée, et que l'accès en fait à cette plage était complètement dépassé, plus du tout adapté à l'usage qui en était fait. On avait énormément de vélos qui stationnaient de manière un peu anarchique partout. L'espace était partagé entre le stationnement, la voirie où les véhicules circulaient au milieu des vélos, les piétons se débrouillaient à se trouver une place là-dedans. Donc on s'est dit, quitte à relocaliser et à réménager tout cet espace dunaire, pourquoi ne pas en profiter pour aussi s'occuper de la partie urbaine qui finalement amène jusqu'à cette plage, avec l'idée de presque faire descendre la plage sur la partie urbaine pour envisager les choses en désimperméabilisant en fait cet espace-là et créer du liant entre l'espace dunaire et l'espace urbain. Alors désimperméabiliser à 80%, vous avez souhaité le faire, c'était très ambitieux? C'était très ambitieux, c'était une vraie volonté politique de l'équipe municipale en place. La volonté, c'était leur slogan, et qu'il est toujours, c'est ville nature. Donc voilà, cette idée de désimperméabiliser à tout prix, de rendre la nature, de retrouver cette place-là de la nature, et sous la forme d'un laboratoire où Oui. on allait tester des revêtements différents. Quel type de revêtement? Parce qu'on se dit, tiens, pour enlever 80% de routes de béton, finalement, qu'est-ce qu'on met à la place? Alors là, sur la technicité, je passerai plutôt la parole à Nicolas, mais tous ces revêtements, l'idée c'était d'avoir des choses qui soient très, très, très perméables, Oui. Un mélange de sable, de terre, de grépin, de tout ce qu'on avait chez nous, et après des revêtements effectivement plus durs pour la voirie et la circulation des véhicules. Mais là, je crois que Nicolas en parlera bien mieux que moi. Alors justement, chez Iris Conseil, vous n'êtes pas à votre coup d'essai sur cette thématique. Vous avez déjà travaillé sur d'autres plages, notamment Andaille, Soulac, Mimizan.
Comment ça s'est organisé pour ce projet à l'Èche Cap Ferré? Alors c'est vrai qu'on avait une expérience sur l'aménagement de fronts de mer, soit dans des sites urbains comme au Sable d'Olonne, mais effectivement, quand vous le citiez sur Hendaye, sur Mémisance et l'aménagement d'une place, alors, évidemment le contexte n'est pas Oui. exactement similaire, mais en tout cas, on a pu, avec cette expérience-là d'ensablement, de savoir comment on pouvait rendre un espace résilient, on a pu, et sur d'autres exemples d'aménagement urbain où aujourd'hui c'est les grands enjeux de désimperméabiliser, on a pu thésauriser un peu toute cette expérience-là et proposer dans cet aménagement-là des matériaux spécifiques et locaux pour essayer de coller le plus possible au territoire. Ouais. Parce que bien sûr, on le disait à l'instant, il ne faut pas que ça empêche la mobilité. Il y a des flux énormes, notamment en été, bien évidemment. Ça a été un des enjeux de ce projet, c'est-à-dire que en fonction des différentes contraintes, maintenir une circulation tout en la contrôlant l'été pour éviter qu'il y ait un afflux massif de véhicules, maintenir un accès et favoriser les circulations douces, notamment les vélos, les piétons, puisqu'il y a, avec la pression touristique, on voit qu'il y a énormément de monde qui vient sur cette plage l'été. Maintenir évidemment des infrastructures ferroviaires, puisqu'il y a ce train touristique qui part du bassin et qui monte sur la dune. Donc évidemment, c'est très normé tout ça, donc il faut absolument respecter tout ça. Donc on a proposé avec notre partenaire un nouveau type d'aménagement avec une commande de la ville qui était surtout ne nous faites pas une rue. En fait, c'est ça. Enfin, l'innovation a été de créer un aménagement qui ne ressemble pas à un aménagement qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Et donc on évite les bordures, on évite tous les éléments qui peuvent faire penser à une rue classique. Très bien. Dans ce genre de projet, Justine Mercotte, c'est vrai que la vie, bien sûr, des habitants est très important. Est-ce que vous avez travaillé en concertation, en co-construction? Vous avez tenu les habitants au courant des phases du projet? Alors oui, d'abord l'avantage c'est que les résidents à l'année, ils sont là tout le temps et nous, on avait une facilité de discuter avec eux, en tout cas les élus. Ensuite, on a aussi fait des réunions, d'information évidemment et de discussion avec eux parce qu'il y a eu un enjeu de stationnement aujourd'hui. Enfin, c'était des gens qui stationnaient, dans la rue finalement parce que, il y a c'est le Cap Ferré, c'est beaucoup de monde l'été, mais l'hiver, c'est vraiment pas grand monde donc il est très facile de stationner devant chez soi plutôt que de rentrer son véhicule chez lui. Donc il y avait toute cette acculturation à avoir en expliquant qu'ils n'allaient plus pouvoir se stationner, en dehors de chez eux. On avait quand même aussi 2 commerçants, un à l'entrée de l'avenue, de l'Océan et une autre, plutôt côté Dunes, avec qui on a essayé de trouver, des accords en fait, pour qu'ils puissent, faire perdurer leur activité au mieux pendant la période des travaux. Ah oui, on explique, c'est vrai qu'au niveau des commerçants, c'est contre-intuitif, mais souvent le commerçant se dit: «Ah mais s'il n'y a plus le flux de véhicules qui passent devant mon magasin, peut-être je vais faire moins de business». Or, on s'aperçoit qu'une rue piétonne, finalement, ça fait autant, voire plus de business au final. Alors ça, vous leur demanderez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'après un été de vie de cet aménagement, Oui. tout le monde est très content. Vraiment. Bon, bah, Donc, la mission est plutôt remplie. Quels sont les freins, les obstacles principaux du côté d'Iris que vous avez observé peut-être? On n'a pas constaté vraiment de frein, en fait. C'était plutôt prendre en compte l'ensemble des paramètres et des différentes contraintes pour composer un espace qui puisse être fonctionnel, amène et qui puisse être pérenne également, parce que l'idée c'était de proposer un aménagement qui puisse durer dans le temps. Évidemment, c'est un aménagement qui est quelque part un aménagement qui est mal conçu, il vit mal et il devient très rapidement obsolète. Donc la contrainte, mis à part les différentes contraintes que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des contraintes très, très techniques, mais qui sont néanmoins importantes. La gestion d'une eau pluviale, si elle est mal gérée, ça peut créer vraiment de gros désordres voire même gêner tous les riverains, les habitants. Donc à part toutes ces différentes contraintes techniques, mais qu'on a l'habitude de travailler, mais qu'on a dû adapter au contexte local, comme en tant qu'ingénieur, c'est un peu notre quotidien. Est-ce qu'il y aura une phase 2 au projet ou quels sont les prochains développements sur votre commune? L'idée effectivement des élus, c'était que cet aménagement-là soit le début d'autres avec cette idée de réversibilité en fait. C'est-à-dire que ce sont des aménagements qui, parce qu'ils sont très fréquentés l'été, doivent vivre très bien l'été, mais doivent aussi vivre très bien l'hiver et pour les habitants à l'année. On a en fait cet espace urbain là qui arrive jusqu'à la dune et le prolongement d'une artère un peu principale qui va directement jusqu'au bassin. Ça sera peut-être l'occasion de la prolonger, effectivement.
Ah, voilà, en tout cas, ça donne envie d'aller voir, hein, ces aménagements, Avec d'aller voir la plaisir. transformation de la ville. Bien évidemment, du côté d'Iris, on a encore engrangé de l'expérience avec un tel projet. Est-ce qu'il y a d'autres communes justement qui sont face à cette problématique du retrait du trait de côte et qui vous sollicitent en ce moment? Alors pour l'instant, il n'y a pas d'appel d'offres qui sortent avec cette problématique-là. Enfin, on sait qu'il y a différentes communes qui font face à ce recul du trait de côte et à des risques de submersion. C'est un des enjeux qui vont arriver dans ces prochaines années. Et évidemment, nous, avec toute cette expérience-là, on est prêt à répondre à tous les appels d'offres possibles. Ouais, c'est un enjeu colossal, hein, parce que c'est vrai que c'est des habitations qui peuvent disparaître, ce sont des commerces, c'est vraiment. Et puis voilà, il y a un enjeu de sécurité aussi, hein. Exactement, et je voulais ajouter que on a, dans notre malheur en commune littorale, on a une chance inouïe, c'est qu'on est beaucoup accompagné par le GIP Littoral, qui est un groupement d'intérêt public et Oui, qui nous aiguille énormément, notamment dans les appels d'offres, notamment dans la définition et l'écriture même des marchés. Et c'est un partenaire essentiel pour nous, pareil sur la recherche de financement, parce que c'est quand même des travaux très ambitieux, souvent très onéreux, et pour une petite commune comme la nôtre, c'est une chance de pouvoir être accompagné par le GIP Littoral. ouais, il y a l'argent, puis il y a l'ingénierie aussi qu'il faut, hein, c'est-à-dire effectivement être bien accompagné pour pouvoir faire le projet dans les différentes phases. Tiens, un petit clin d'œil média, puisque vous avez été suivi dans cette aventure, hein, par une équipe de nos confrères de TF1. Je crois qu'on verra le sujet bientôt. C'était quelque chose de travailler sous l'œil des caméras. Ça vous a motivé chez Iris Conseil? Alors, pour être très clair, moi, je n'ai pas participé à ce tournage-là, puisqu'il y a eu quelques jours de tournage qui ont été faits. Un de mes responsables, Xavier Filiatre, a pu y participer. Bah, alors je vais dire qu'on travaille sous l'œil d'une caméra, nous, ça ne nous change pas grand-chose. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de toute façon, c'est de l'excellence, quelle que soit la pression retenue. Le premier regard, c'est un peu celui du maître d'ouvrage, hein, c'est Bien celui sûr. qu'on a envie de satisfaire, évidemment. Donc, pas vrai, on va dire, pas vraiment une contrainte. D'accord. Et pour vous, il y aura au moins une trace de ces travaux ambitieux à la télé? Évidemment, en tout cas, c'est des images, évidemment. C'est le mandataire du marché, aussi l'atelier du Périscope avec qui Iris a travaillé, qui vont pouvoir représenter quand même l'enjeu pharaonique que peut être la relocalisation de ces équipements. Ouais, voilà, en tout cas, à découvrir très bientôt, donc chez nos confrères de la première chaîne nationale. En tout cas, un grand merci, on en sait un petit peu plus sur cette lutte contre l'érosion, effectivement, du littoral et comment, voilà, les outils pour y remédier. Merci à Justine Marcotte. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe développement territorial ville de Lège-Cap-Ferré. Merci à vous et merci Merci. également à Nicolas Madine, ingénieur en aménagement urbain et paysagiste chez Iris Conseil. Merci à vous et à Merci très beaucoup. bientôt sur Bismart.